Dans cette édition d'Océan Politique, nous avons le privilège d'accueillir le professeur Ibrahima Traoré, écrivain, formateur en langue et communication organisationnelle et expert en gestion des affaires publiques, titulaire d'un master en administration et gestion du CESAC. Il est également un membre influent de l'Association des écrivains du Sénégal. Aujourd'hui, il nous fera l'honneur de décortiquer ensemble l'actualité politique nationale en apportant son regard aiguisé et ses analyses éclairées. Quels sont les grands défis auxquels fait face notre pays? Comment la communication et la gestion politique peuvent-elles être améliorées pour renforcer la démocratie et la gouvernance au Sénégal? Autant de questions auxquelles le professeur Traoré répondra dans cette émission au cours de laquelle nous explorerons les enjeux politiques du moment. Préparez-vous à un débat enrichissant, plein d'emprunts, de réflexion et des solutions concrètes pour l'avenir politique du Sénégal. Sans plus tarder, permettez-moi de donner la parole à notre invité, professeur Traoré. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, Abdou Diouf. C'est un honneur, toujours un bonheur aussi de participer à cette grande émission sur Océan FM 98.7 pour faire face à vos auditrices et à vos auditeurs. Je profite simplement de cette occasion pour leur dire mes salutations les plus fraternelles. Dans le cadre de cette grande émission Océan Politique, c'est un honneur et un bonheur pour moi, Abdou Diouf. Merci, M. Traoré. Vous avez quelque chose à ajouter sur cette brève présentation sur votre profil? Voilà, je voudrais simplement compléter que je suis un enseignant de formation, vous l'avez dit. Je suis professeur en langue et communication. Depuis bientôt 2 ans, je suis en train de mener une nouvelle expérience professionnelle. Je suis détaché à l'École nationale de formation hôtelière et touristique comme directeur des études et des stages depuis 2 ans. C'est cette fonction qui s'ajoute à mon cursus professionnel et universitaire, donc en tant que directeur des études de l'École nationale de formation hôtelière et touristique. Merci beaucoup, M. Abdou Diouf. Merci pour ce profil très riche, M. Traoré. Alors, nous avons une situation, nous vivons présentement une situation très tendue dans le landerneau politique sénégalais. Alors, on va commencer dans le contexte général. Alors, pouvez-vous, M. Traoré, nous expliquer brièvement la situation actuelle, surtout entre le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko? Voilà, je crois que c'est une question à la fois actuelle et pertinente. L'actualité politique et sociale depuis quelques semaines, depuis quelques jours, est marquée par la situation politique tendue au sommet de l'État. Je crois que cela est dû à une situation inédite. Depuis un peu moins de 2 ans, un candidat s'était présenté devant les Sénégalais. Il a dû s'organiser dans le cadre d'un parti politique, le Premier ministre Ousmane Sonko. Par la météo politique ou par les aléas de la politique, il n'a pas pu se présenter. Et au sein de leur formation politique, les patriotes, ou en tout cas la direction du parti des patriotes, a choisi un candidat. Je crois que là, il faut saluer leur génie politique. Parce qu'en matière de politique et de stratégie politique, il faut toujours avoir un plan A et un plan B. Donc, ce qui fait que le plan A, en la personne de Ousmane Sonko, n'avait pas pu marcher pour des raisons d'inéligibilité, et ils ont dû recourir à leur plan B qui a donné le résultat qui a été aujourd'hui. Mais c'est une situation très inédite, M. Diouf, parce que 2 leaders qui, dans la formation politique, c'est le Premier ministre qui incarne le leadership, alors qu'au sommet de l'État, c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui incarne le pouvoir. Tout à fait. Ce qui fait que je ne parlais pas en termes de légitimité ou de quoi, mais je vais parler simplement en termes de pouvoir. Au sein du parti politique, je crois que le pouvoir politique est incarné par le Premier ministre. Au sommet de l'État, le pouvoir politique est incarné par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce qui fait que c'est une situation très inédite, une situation qui peut à la limite créer, surtout au niveau des militants, parce que jusque-là, au niveau des 2 hommes
politique, on n'a pas encore senti d'attaque frontale. Mais au niveau des militants, ils sont en train, par leur débat, par leur prise de position, les uns à côté du M. Ousmane Sonko, les autres à côté du président Diomaye Diakhar Faye, ils sont en train de transformer le duo en duel. Mais par la prise de position des militants, parce que jusque-là, les deux hommes politiques, on n'a pas senti dans leur déclaration, en tout cas, de déclaration frontale qui puisse aboutir à la rupture. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui a conduit à ce refroidissement des relations entre les deux leaders politiques? Oui, je crois que j'étais un peu sur cette voie-là. S'il y a refroidissement, je crois que c'est lié un peu à la réalité politique du moment. La goutte d'eau qui semble un peu déborder le récipient, c'est le dernier texte qui est sorti, en tout cas confirmant Mme Aminata Touré à la coordination de la coalition Diomaye Président. Ce texte qui est sorti, en tout cas confirmant Mme Aminata Touré, il y a plusieurs lectures. Certains ont lu comme étant une affirmation de l'autorité du président de la République au sein de leur formation politique. D'autres l'ont lu comme étant un désaveu du président Bassirou Diomaye à l'égard de l'autorité de celui qui tient le leadership, en tout cas la force politique au sein des patriotes. Mais qu'on soit d'un camp ou d'un autre, il faut dire que ce texte, en tout cas, a semblé créer la division au sein du parti des patriotes, parce que les deux dames, parce qu'il s'agit de, pour ne pas les nommer, Mme Aminata Touré et Mme Aïda Mbodj, il se passe un jeu de dames, pas un jeu de dames en juin, mais un jeu des dames au sommet de la coalition Diomaye Président et au sein du parti Les Patriotes. Parce que jusque-là, ils avaient arrivé à gérer un peu cette sorte de dualité au sommet de l'État, s'il y en a. Mais ce texte a un peu semblé sonner, en tout cas, à accélérer ce processus de division entre les deux personnalités que sont M. Sonko et le président Bassirou Diomaye. Oui. Alors, selon vous, pourquoi est-ce important de réconcilier ces deux figures politiques à ce stade? Voilà, je crois qu'il y va de l'intérêt de l'État. Parce que pour gouverner tranquillement, en tout cas, il y a tellement de défis que les choses politiques ne doivent pas entraver la bonne marche du pays. Et tant que ceux qui incarnent le pouvoir exécutif sont un peu divertis, entre guillemets, par des querelles politiques et politiciennes, le temps qu'il doit consacrer aux défis du moment, qui sont très nombreux. Il y a le défi de la gouvernance au quotidien, il y a le défi de la dette. Parce que n'oublions pas, par rappel, que le FMI, en tout cas une mission du Fonds monétaire international a séjourné à Dakar récemment. Donc, il y a tous ces défis-là qui sont tellement des urgences qu'on ne doit pas se laisser distraire. Donc la raison pour laquelle, en tout cas, cette sorte de querelle politique n'est pas opportune, c'est qu'il y a des défis et des urgences qui attendent les autorités politiques au sommet de l'État. Un rôle de médiation. Alors, Habib Sy, en tant que président du conseil d'administration de la Sénélec, a été appelé à jouer un rôle de médiation selon les informations que nous avons reçues dans ce conflit. Alors, quel est, selon vous, son rôle exact dans ce processus de réconciliation? Voilà, je crois que Habib a accompagné le processus d'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a été un allié écouté, un allié de confiance. Sa médiation, on peut espérer de sa médiation trouver en tout cas quelque chose de positif, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, ni les patriotes, ni le peuple sénégalais n'a intérêt à ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont des urgences à gérer puissent utiliser leur temps à des querelles politiques. Donc, on peut espérer vraiment de cette médiation menée par Habib Sy, et dans la presse, on parle même d'autorités religieuses qui auraient, en tout cas, mené volontairement cette médiation pour que véritablement, au sommet de l'État, qu'il puisse y avoir une entente. Et cette entente est la condition pour gouverner et faire face aux urgences du moment, qui sont très très nombreuses. Parce que l'hivernage est terminé, une urgence. Il y a certaines populations, comme à Touba, comme au nord, qui vivent les conséquences des inondations. Il y a d'autres défis qui attendent. Je crois que cette médiation est venue à son heure pour véritablement permettre à l'exécutif de gérer les urgences des Sénégalais. Alors, que pensez-vous de l'implication des médiateurs extérieurs, comme vous venez de le dire, comme Habib Sy, dans les relations publiques sénégalaises? Est-ce courant dans ce genre de situation?
je crois que les médiateurs, quel que soit là où ils viennent, si c'est pour permettre à des autorités de trouver la sérénité, de trouver l'entente, la paix, qui leur permettra de travailler exclusivement, je dis. D'ailleurs, Abdou, moi je pense que je l'ai toujours défendu, je continue à le défendre. Il faut que lorsque les Sénégalais portent leur suffrage sur une personnalité politique, que cette personnalité publique se décharge de ses responsabilités partisanes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on peut mener un combat dans un parti politique, mais dès lors qu'on a été porté au pouvoir, je crois que cette personnalité politique n'a plus le temps. Il y a tellement d'urgences qui l'attendent, il y a tellement de défis à relever qu'il doit se décharger de ses responsabilités politiques au sein de son parti politique pour se consacrer exclusivement aux urgences qui sont nombreuses. Aujourd'hui, on sait que le Sénégal a un déficit budgétaire. Le Sénégal doit faire face à l'équation de la dette. Toutes ces urgences font qu'un président de la République n'a pas le temps véritablement d'être impliqué dans des querelles partisanes ou dans des querelles politiques et politiciennes. Tout à fait. Est-ce qu'on devait en arriver là, dans cette situation-là, si on connaît les relations qui existent entre ces deux personnalités-là? Oui, on est dans la politique. En politique, il ne faut jamais dire jamais. Je me dirais même que dans la vie de manière générale, il ne faut jamais dire jamais. Parce que je crois que la référence pour nous autres Sénégalais, c'est le duo président Senghor et Mamadou Dia, son allié politique. Je crois que ce duo a fini par se transformer en duel. Et les conséquences qui en ont suivi, en tout cas nous, génération actuelle, en lisant les pages sombres de l'histoire politique du Sénégal, on sait que c'est une relation qui a mal fini, une relation qui est passée du duo au duel. Qui a beaucoup coûté le Sénégal même. Voilà, qui a beaucoup impacté négativement sur la marche politique des affaires publiques au Sénégal. Tout à fait. En tout cas, prions que ce modèle-là de compagnonnage ne se reproduise pas dans ce cas-là, dans un compagnonnage entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Personne, il n'y a aucun Sénégalais qui gagnerait à ce qu'il y ait un conflit au sommet de l'État. Parce que je crois que la préoccupation, ce qui nous unit, nous Sénégalais, c'est comment faire aujourd'hui pour faire face à nos défis multiples, comment faire pour aujourd'hui, en tout cas, résoudre la difficile équation de l'endettement chronique du Sénégal, au lieu de perdre notre temps à des querelles de partis ou des querelles véritablement partisanes. Mais l'histoire se répète, hein, parce qu'on a vu le cas Abdoulaye Wade Idrissa Seck et récemment le cas également Macky Sall et son premier ministre Amadou Ba. Et aujourd'hui on parle de Diomaye et de Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'il faut éviter véritablement pour éviter à ce stade-là qui vraiment déshonore notre pays, surtout en matière de démocratie, si souvent on dit que le Sénégal est la vitrine de la démocratie de l'Afrique de l'Ouest? Je crois que les solutions ne manquent pas. L'histoire politique du Sénégal dans ces dernières décennies, l'histoire au début de l'indépendance comme l'histoire récente, vous avez cité les exemples. Les exemples sont à la fois nombreux et assez illustratifs. Que la plupart des compagnonnages politiques ne sont pas adossés à l'intérêt supérieur de la nation. Souvent, c'est lié à l'intérêt d'un parti politique ou d'une coalition politique. Donc, on a gagné ensemble, on n'a qu'à partager le pouvoir. Il faut se démarquer de cette logique de partage du pouvoir et aller vers une logique véritablement citoyenne. Il faut qu'aujourd'hui, que la politique sénégalaise soit une politique connectée à l'intérêt citoyen, qu'on tienne de plus en compte de l'avis. C'est pourquoi moi, j'appelle la société civile en arbitrage. Mais il ne faut pas que ça soit une société civile qui porte simplement l'habit d'une société civile et qui, à l'intérieur, est partisane. Je ne critique pas la société civile, mais je vois que la société civile au Sénégal doit encore jouer le rôle de régulateur, le rôle de sensibilisation, pour que ceux qui demandent le suffrage des Sénégalais, une fois au sommet de l'État, qu'ils se démarquent de leur couleur politique et qu'ils se consacrent exclusivement à travailler pour véritablement faire face aux défis de l'heure. Sinon, ces jeux d'intérêt, ces calculs politiques risquent simplement de transformer les duos politiques en des duels politiques inscrits dans des logiques de partage du pouvoir. Tout à fait. Alors, revenons sur la médiation.
avez-vous des informations sur les échanges qu'a eu Habib Sy avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Quels ont été les points clés abordés lors de ces discussions-là? Voilà, j'avoue que pour être sincère que je ne suis pas dans le secret un peu de ces discussions, mais on imagine tous Sénégalais que l'objectif principal de cette médiation, c'est d'arriver à signer la paix des braves entre les deux autorités, l'une incarnant simplement l'autorité ou la présidence du parti Les Patriotes, l'autre incarnant simplement l'exécutif. Mais dans tous les cas, quel que soit le contenu des discussions, la médiation va tourner autour de cet objectif principal. Comment faire pour que les autorités puissent trouver la sérénité, puissent retrouver la paix au sommet de l'État pour pouvoir se consacrer exclusivement à faire face aux urgences. Les urgences ont comme nom le défi de la bonne gouvernance, la gestion de la dette chronique au Sénégal et d'autres défis, l'emploi et l'employabilité des jeunes. Il y a tellement de défis qu'on ne doit pas perdre notre temps. Donc cette médiation va tourner simplement autour de la réconciliation, autour simplement du fait de signer l'entente entre ces deux autorités pour que le Sénégal puisse gagner de cette paix-là. Parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait crise entre guillemets au sommet de l'État. Pensez-vous que cette médiation pourrait réellement apporter les résultats concrets dans l'apaisement des tensions entre ces deux figures politiques? Oui, il faut qu'on joue sur plusieurs cordes. On va jouer sur la corde de la médiation, mais il faut aussi que nos leaders politiques forment leurs militants et leurs sympathisants à faire du militantisme responsable. Qu'est-ce que j'appelle le militantisme responsable? Quel que soit le résultat que la médiation va jouer, si les militants et les sympathisants du parti Les Patriotes continuent à faire la pression sur le leader, le Premier ministre Ousmane Sonko, la médiation risque d'être trop éphémère. Ça risque d'être en tout cas une paix qui n'est pas durable. Alors que l'objectif d'une médiation, c'est d'inscrire le Sénégal définitivement dans la sérénité politique, dans la tranquillité politique au sommet de l'État. Donc j'interpelle les militants et les sympathisants du parti Les Patriotes à faire du militantisme responsable, à faire du militantisme citoyen. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avoir une vision réaliste de la politique. Et aujourd'hui, nos partis politiques sont plus remplis de supporters que de militants, entre guillemets. C'est-à-dire tout ce que fait le parti au pouvoir, aujourd'hui on est au pouvoir, est bon. On est dans l'opposition, tout ce que fait l'exécutif au pouvoir, on trouve ça comme étant quelque chose de mauvais. Donc aussi bien les partis au pouvoir que l'opposition, il faut avoir un comportement et un jugement responsable, un jugement objectif. Donc essayer de voir la part des choses entre ce qui va et ce qui ne va pas. Même si la médiation aboutit, il faut que les partisans, entre guillemets, les militants et les sympathisants du parti Les Patriotes cessent de faire la pression sur le leader politique. Parce que, quelle que soit la volonté de nos types à faire, on ne peut pas faire face à la pression populaire venant des partis politiques. Donc la paix va dépendre à la fois des résultats de la médiation, mais aussi du comportement des militants et des sympathisants du parti Les Patriotes, qui doivent cesser de mener la pression toujours sur leur leader, parce qu'au finish, ils risquent de céder à la pression populaire. À la pression populaire, tout à fait. Alors sortons maintenant de la médiation pour entrer sur les raisons des tensions et enjeux sous-jacents. Alors, en dehors de la personnalité des acteurs, quelles sont selon vous les causes profondes de cette tension entre Faye et Sonko? Voilà, je crois que les analystes que nous sommes dans le domaine des médias et de la communication, depuis le Terra Meeting du 8 novembre, si mes souvenirs sont exacts, il y a une semaine de cela, le samedi dernier, certains lecteurs ont pensé que le Premier ministre est dans une logique de campagne. Bon, la première étape consistant à gagner d'abord le pari de l'éligibilité. Donc, c'est cette première lecture. La deuxième lecture, certains ont pensé aussi que le fait que le président Bassirou Diomaye Faye soit élu président de la République, il veut affirmer son leadership, à défaut d'être le chef de l'exécutif, il veut affirmer son leadership au sein du parti Les Patriotes. Donc, cette double lecture, en tout cas, me paraît assez objective, parce que je ne suis pas juriste, mais le débat est posé d'abord sur l'éligibilité du Premier ministre Ousmane Sonko, futur candidat des Patriotes pour les élections prochaines.
Et tant qu'on ne règle pas cette équation, d'abord l'équation de l'éligibilité, on ne peut pas parler. L'avenir politique même du Premier ministre Ousmane Sonko risque d'être compromis. Parce qu'il a perdu la bataille de l'éligibilité pour les élections passées. Une fois qu'il aurait perdu cette deuxième bataille de l'éligibilité, je crois qu'il risque de voir son avenir politique hypothéqué en tant que celui qui veut chercher à s'inscrire dans l'histoire politique du Sénégal en tant que président de la République. Cette lecture, elle est assez réaliste. La deuxième lecture, c'est une façon de mobiliser les troupes et d'affirmer son leadership, en tout cas sa mainmise. C'était une sorte de démonstration de force pour montrer sa mainmise sur l'appareil politique, à défaut d'avoir une mainmise sur l'exécutif comme président de la République. Ok. Voilà. Alors, comment analysez-vous la division au sein de la coalition présidentielle, notamment, vous venez de le dire tout à l'heure, mais je veux plus de précision, notamment sur la question de la coordination entre Aïda Mbodj et Aminata Touré. Voilà, moi je crois que ce n'est pas la personne des dames, ce jeu entre les dames, ce n'est pas la personne des dames qui pose problème au sein du parti Les Patriotes, c'est l'autorité qui a pris la décision de nommer. Parce que pour eux, comme je l'ai dit, ils sont en train de lire le texte supposé être signé par le président de la République, confirmant Mme Aminata Touré à la coordination de la coalition Diomaye Président, comme étant une sorte de monopolisation de tous les pouvoirs. Il détient le pouvoir exécutif, mais puisque cette entité n'est pas une entité institutionnelle, une entité politique, ils ont pensé que le président, en affirmant son autorité sur cette entité, est en train de s'accaparer de tous les pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir exécutif qu'il incarne en tant que président de la République et le pouvoir au sein même de leur coalition politique. Donc c'est pourquoi ce désaveu, parce qu'il faut le dire, certains militants n'ont pas caché leur désaveu, leur désaccord même par rapport à cette nomination de Mme Aminata Touré comme coordinatrice de la coalition Diomaye Président. Et d'ailleurs, une structure est née, apte. Est-ce que apte sera apte à faire face à cette décision du président Bassirou Diomaye Faye? Les prochains jours nous édifieront. Tout à fait, c'est pourquoi le désaccord public entre le président, parce que c'est un désaccord public, entre le président et son premier ministre, Ousmane Sonko, sur le leadership de la coalition, témoigne-t-il d'une crise plus profonde au sein de l'opposition ou est-ce simplement un affrontement de pouvoir? Voilà, le mot crise pour le moment, moi je vais la circonscrire au sein de leur appareil politique. Ils ne l'ont pas confirmé et je ne pense pas qu'ils vont le confirmer très tôt. Mais la réalité aujourd'hui de l'actualité montre qu'il y a une crise interne au sein de l'appareil politique du parti Les Patriotes. Il n'y a pas une crise étatique au niveau de l'État. Voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas de crise au sommet de l'État. Mais malheureusement, certains voyaient cette crise venir, parce qu'on a souvent entendu qu'il y a une crise, mais c'est pas encore, il n'y a pas eu encore d'explosion. Ça n'a pas explosé. Alors les gens attendaient peut-être ce moment pour voir plus clair. Mais on voyait ça venir. Voilà. Donc les spécialistes politiques et les autres commentateurs, en tout cas les hommes de médias que vous êtes, certains avaient un peu vu venir. Mais jusque-là, moi je crois que la crise, elle est circonscrite au sein de l'appareil politique. Le parti Les Patriotes, la coalition Diomaye Président, dont la locomotive est le parti des Patriotes. Mais si la médiation, d'où l'intérêt de la médiation, parce que si la crise n'est pas réglée immédiatement, elle risque de toucher ou d'influencer négativement la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire que la crise qui est une crise interne à l'appareil politique des Patriotes risque simplement d'impacter négativement au sommet de l'État. D'où la pertinence et l'urgence de cette médiation. Parce qu'aucun Sénégalais, je le dis encore une fois, n'a intérêt à ce qu'il y ait une crise au sommet de l'État. Parce qu'on a suffisamment de défis et d'urgences qui attendent, en tout cas, le Sénégal sur plusieurs fronts. Tout à fait. En quoi cette réconciliation pourrait-elle influencer
la dynamique politique en vue des prochaines échéances électorales? Oui, je crois qu'il faut aussi que les uns et les autres, avoir de l'ambition politique n'est pas un péché, c'est normal, mais il faut que les uns et les autres taisent leur ambition politique parce qu'on est loin des prochaines élections présidentielles. Parce que si les ambitions politiques sont exprimées prématurément, on risque de vivre une sorte de campagne électorale permanente. Tout à fait. Et cela va simplement dire quoi? Qu'au lieu de se consacrer à traiter les dossiers urgents au sommet de l'État, les autorités vont risquer de consacrer leur temps et les moyens de l'État souvent même au service de leur ambition politique prématurée. Pourquoi je dis que c'est prématuré? Actuellement, le pouvoir politique qui est déterminé par le duo Diomaye-Sonko, président Diomaye et Sonko, le Premier ministre, n'a pas encore fait 2 ans. On est un peu à moins de 2 ans d'exercice du pouvoir. Donc on n'est même pas en mi-mandat. Donc pour moi, c'est prématuré. Il faut que les ambitions politiques se taisent pour faire face aux ambitions étatiques. Tout à fait. C'est ça qui va permettre de dépasser cette période de crise et véritablement de se consacrer à gérer, en tout cas, les affaires publiques, à gérer le train de vie qui commence à être très pesant sur l'épaule des Sénégalaises et des Sénégalais. Le rôle des médiateurs comme Habib Sy peut-il avoir un impact sur la perception publique des partis politiques et de leurs dirigeants? Oui, je crois que les partis ne sont pas... C'est vrai que c'est des associations. Comme toute association, à l'intérieur, il y a des personnes influentes, il y a des personnalités écoutées, d'autres moins écoutées. Le rôle que Habib Sy est en train de jouer, c'est qu'aujourd'hui, au sein des partis politiques, il y a des gens qui doivent être là pour faire parler la voix de la sagesse. Parce que Habib Sy quand même a traversé l'histoire politique du Sénégal, en tout cas ces dernières décennies, pour avoir été un acteur, pour avoir même exercé le pouvoir avec le président Abdoulaye Wade. Donc il a capitalisé une somme d'expérience politique et à son âge, il a aussi une sagesse politique qu'il peut faire jouer pour véritablement mettre fin à cette crise politique au sein de la coalition Diomaye Président, dont la locomotive est le Parti des Patriotes. Donc on peut espérer de lui qu'il fasse jouer cette sagesse-là, cette expérience politique qu'il a eu à accumuler pendant ces dernières décennies en tant qu'acteur politique. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons monsieur le professeur Ibrahima Traoré, écrivain, formateur en langue et communication organisationnelle et expert en gestion des affaires publiques, titulaire d'un master également en administration et gestion du CESAC. Il est également un membre influent de l'association des écrivains du Sénégal. Monsieur Traoré, pensez-vous que cette situation pourrait pousser certains acteurs politiques à adopter une position plus radicale ou au contraire à privilégier le dialogue? Cette situation, en tout cas, il faut que la crise politique que nous menions, certains vont penser à tort ou à raison que le mot crise est trop fort, mais l'essentiel n'est pas dans les mots, l'essentiel est dans les actions. Il faut que l'opposition sénégalaise, j'ai interpellé les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition comme du pouvoir, à avoir une vision de la politique qui est une vision citoyenne. C'est-à-dire une activité politique orientée vers la gestion de l'intérêt public au lieu de gérer des intérêts partisans. Pour moi, il faut que les acteurs politiques travaillent, parce que tout le monde a intérêt à ça, à apaiser le climat politique. Il faut que ceux qui exercent le pouvoir ont encore plus d'intérêt à ce que le climat politique soit apaisé. Parce que c'est dommage que l'activité politique ou le climat politique impacte sur tout. Je vous donne l'exemple de la notation du Sénégal. Depuis qu'il y ait cette sorte de manque de sérénité, de cette sorte de crise au sommet de la crise de la dette, crise au sein de l'appareil politique étatique, chaque jour, la note du Sénégal, qui est le reflet de la confiance que les investisseurs et le FMI ont à l'égard du Sénégal, chaque jour, cette note baisse. Donc, c'est un indicateur qui montre que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises ont intérêt à ce qu'il y ait la paix et la sérénité au sommet de l'État, parce que personne n'y gagne et finalement tout le monde y perd. Tout à fait.
Alors, parlons maintenant des perspectives de réconciliation et le futur politique. Monsieur Traoré, pensez-vous qu'un approchement entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pourrait avoir des répercussions sur les alliances politiques actuelles, notamment avec la mouvance présidentielle? Les deux hommes au sommet de l'État qui incarnent à la fois un leadership étatique et politique en tant que président de la République et Premier ministre et en tant que leader de parti politique, le rapprochement en tout cas va permettre de trouver une solution, ou en tout cas un début de solution à beaucoup de choses. Ça va amener la sérénité au sein de l'État, ça va créer la confiance des investisseurs et ça va permettre aux voix démocratiques aussi de s'exprimer. Tout à fait. Parce que l'opposition, quand elle a un comportement républicain, quand l'opposition a des analyses objectives, c'est-à-dire voir la part des choses entre les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas, ça donne une sorte de miroir à ceux qui exercent le pouvoir pour pouvoir réguler leur action en fonction des critiques positives et négatives qui sont exprimées par l'opposition. C'est cette option et cette vision d'une opposition que j'ai. Mais il faut former les militants aussi, parce que les leaders politiques subissent beaucoup de pression venant de leurs militants. Au sein des partis politiques, il faut qu'on fasse revenir cette bonne méthode de l'école des partis politiques qui va permettre de former les militants, de les former à la citoyenneté, de les former à la gestion des affaires publiques, de les former à avoir une vision, en tout cas objective de la chose publique. Parce qu'au-delà des acteurs politiques, le pouvoir est finalement géré par tout le monde. C'est vrai que c'est le pouvoir politique qui est géré par les acteurs politiques, mais l'administration publique, ce sont ceux qui sont dans les partis politiques, qui sont dans l'administration publique. Il faut les former à la gestion des affaires publiques. Il faut leur donner en tout cas des ressources qui leur permettent d'appliquer les règles de bonne gouvernance pour faire face à tous ces maux qui gangrènent l'économie sénégalaise depuis. Des mots qui en ont comme corruption, comme détournement de l'argent public, des mots qu'on pourrait citer et qui sont tous là et qui ne sont pas de la responsabilité des seuls acteurs publics. L'administration publique, l'administration douanière, l'administration policière, tous ces sont des postes qui sont gérés par des femmes et des hommes qui sont de ce pays. En les formant et en les forgeant à la bonne gouvernance, je crois qu'on participe au développement de ce pays. Donc le fait que les deux, en tout cas autorités publiques, se réconcilient à la suite de cette médiation, ça va permettre en tout cas d'amener la sérénité et la confiance, ce qui est gage en tout cas de retour des investisseurs, ce qui est gage en tout cas une bonne santé pour l'économie sénégalaise. Et encore une fois, il y a urgence à faire face à l'équation actuelle, l'équation de la crise liée à la dette publique. Tout à fait. Voilà. Alors, dans quelle mesure cette réconciliation pourrait-elle faciliter des discussions plus larges autour du dialogue national? Oui, je crois que certains pensent souvent même que le dialogue le dialogue a été appelé récemment, des conclusions sont sorties. Au moment où on appelait à ce dialogue, certains avaient pensé qu'il n'y avait pas opportunité à dialoguer parce qu'il n'y avait pas de crise. Mais moi, je crois qu'en toute chose, il faut faire dans la démarche préventive que dans une démarche curative. Tout à fait. Peut-être que si ce dialogue avait bien porté, si les résultats escomptés de ce dialogue étaient sortis, on aurait évité cette crise qu'on était en train de vivre. Oui. Donc ça donne raison que le dialogue n'a pas d'heure. On peut toujours dialoguer, on peut toujours se concerter, pas au sein du pouvoir, mais même entre le pouvoir et les acteurs, la presse, l'opposition, la société civile. Le dialogue doit être une mode de gouvernance en permanence pour prévenir les crises, pour trouver des solutions consensuelles. Parce que quand une solution est consensuelle, elle sera facilement appliquée parce qu'elle est acceptée par tout le monde. Tout à fait. Et ça, c'est important, M. Traoré. Alors, si la médiation échoue, quelles seraient les conséquences sur la stabilité politique du Sénégal? Oui, la conséquence la pire des conséquences, c'est une rupture entre le président et son premier ministre. Et ça risque de créer une situation inédite. Ça risque de créer une opposition au sein du pouvoir.
C'est-à-dire que finalement, le président risque de faire face à deux oppositions. L'opposition classique et l'opposition au sein de son propre appareil politique. Et ça ne fait que l'isoler politiquement. Ça, c'est une conséquence. Et pour moi, c'est la pire des conséquences qui peut arriver parce que cette conséquence va isoler le président. Cette conséquence va simplement pousser le président à avoir moins de sérénité et moins de tranquillité à pouvoir se consacrer à la résolution des problèmes des Sénégalaises et des Sénégalais. Tout à fait. Pour moi, c'est la pire des conséquences, c'est la rupture entre le président et son Premier ministre. Alors, quelles sont, selon vous également, les prochaines étapes pour garantir une véritable réconciliation entre ces figures politiques et quels acteurs pourraient y contribuer davantage? Moi, je crois que les acteurs qui vont, je les ai cités tout à l'heure, la société civile, on n'a pas tellement entendu la voix de la société civile. On ne les a pas sentis, hein? Voilà. Tout à fait. Voilà. Abdou, vous convenez avec moi que la société civile, elle est plus audible en période d'élection. Alors qu'on doit avoir une société civile véritablement qui fait un travail de tous les jours, un travail de sensibilisation, un travail d'éveil, un plaidoyer, vraiment pour que les acteurs politiques, un rôle en tout cas d'arbitre entre les acteurs politiques. Alors que notre société civile est plus audible, elle est plus visible en période électorale ou en période en tout cas d'approche des élections. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur cette société civile-là, en tout cas, pour véritablement jouer un rôle essentiel, un jour capital. Parce que il va se poser un problème de responsabilité. Même si les organisations non gouvernementales ne sont pas directement financées par l'État, ils captent des financements au nom de l'État du Sénégal. Parce qu'ils se réclament d'un pays, ils se réclament d'un système, d'une nation. Donc ils ont un rôle véritablement de sensibilisation, de plaidoyer à jouer à côté des acteurs politiques. Les autres acteurs qu'on attend, c'est vos confrères, la presse, les médias. Tout à fait. On attend d'eux véritablement qu'ils puissent véritablement être une presse qui n'est pas partisane. Je ne suis pas en train de faire un mauvais procès à la presse. Je suis en train simplement de sonner, en tout cas de tirer une sonnette d'alarme pour que notre presse qui a eu cette réputation d'une presse objective, responsable, tout à fait. Une presse qui a fait face à toutes les crises et qui, malgré ces crises, parce que la problématique du troisième mandat, je crois que les événements, les émeutes qui se sont passées de 2021 à 2024, la presse a eu toujours une conduite et une attitude responsable. Tout à fait. Et c'est ce qu'on attend, on continue d'attendre de cette presse. Donc parmi les acteurs, il y a la société civile, il y a la presse. Tous ces acteurs-là doivent intervenir à côté des acteurs politiques pour les sensibiliser, pour, même s'il le faut, pour exercer une pression, mais aussi la voix des citoyens. La voix des citoyens. Tout à fait. Il faut que les citoyens aussi se fassent entendre, qu'on laisse de côté les intérêts de parti, les intérêts partisans et qu'on mette en avant l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce qu'on attend des autres acteurs pour qu'on dépasse cette crise et qu'on se mette à travailler pour dépasser les nombreux défis auxquels le Sénégal fait face, le défi de la dette, la crise de la dette et du développement économique. Pour développer le Sénégal. Voilà. Alors, M. Traoré, on a commencé par des questions de contexte, puis explorer le rôle de la médiation, les causes et enjeux sous-jacents. Alors, l'impact sur le paysage politique et enfin les perspectives. Je pense qu'on a tellement développé sur ça. Alors, on va changer un peu de sujet. Alors, surtout pour entrer dans l'actualité récente avec la récente libération des chroniqueurs. J'espère que vous êtes au courant de Badara Gadiaga et Abou Nguer, alors qui a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion publique. Quel est votre point de vue sur les circonstances entourant leur arrestation et sur les raisons qui ont conduit à leur libération? Voilà. Il faut saluer que ces personnes que vous avez citées, à qui on donne le titre de chroniqueur, aient retrouvé la liberté. Je crois que personne n'a intérêt à souhaiter à son prochain la prison, la privation de liberté. Mais là aussi, il faut que nous
agissons des deux côtés. On veut préserver la liberté des individus et il faut que ceux qui interviennent dans le milieu de la presse aussi sachent que personne n'est à l'abri de la loi. Donc c'est cette double lecture que j'ai, que ceux qui prennent la parole, ceux qui ont la parole publique et qu'on qualifie de chroniqueurs, qu'ils sachent que leur parole a une influence directe ou indirecte sur le public, sur les jeunes, et que leur parole soit une parole responsable. Je ne suis pas juge, je ne suis pas en train de les accuser ni de les disculper, mais moi je voulais simplement faire parler la voix de la sensibilisation pour faire comprendre à ces chroniqueurs, beaucoup sont conscients de cela, certains peut-être moins conscients, que quand on a la parole publique, on a une influence positive ou négative sur les jeunes, sur les téléspectateurs ou les auditeurs de l'organe de presse. L'autre analyse que j'ai, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, que l'État risque que la justice évite de verser dans la banalisation de la justice. On peut trouver des méthodes alternatives. Aujourd'hui, on parle de bracelets électroniques. Ceux qui ont des garanties de représentativité, qu'on puisse les laisser en liberté provisoire jusqu'à ce que la phase de l'instruction soit terminée et que le juge se prononce sur leur culpabilité ou leur non-culpabilité. Ça va régler deux équations. L'équation de ne pas trop banaliser, chaque jour entendre que telle personne a été arrêtée, finalement la justice est banalisée. L'autre équation qu'on va résoudre, c'est ça va désencombrer nos prisons. Tout le monde sait que la population carcérale, les infrastructures qui sont prévues pour contenir, je donne un exemple, si c'est pour contenir 10 personnes, dans beaucoup de prisons, je n'ai pas les statistiques exactes, mais à titre indicatif, ça peut faire le triple ou le quadruple du nombre qui était prévu. Donc, en évitant de verser dans trop d'arrestations, on va simplement désengorger les prisons. Ensuite, on va éviter que la justice soit trop banalisée. Et la banalisation de la justice risque d'affaiblir un maillon très important de nos institutions, à savoir le judiciaire. Voilà. L'arrestation de ces chroniqueurs a également mis en lumière la question de la protection des journalistes dans le pays. Selon vous, M. Traoré, quelles réformes sont nécessaires pour garantir un environnement plus sécurisé pour les journalistes et préserver l'indépendance des médias? Cette question avant d'y répondre, va me permettre, si vous me le permettez, d'arrêter un peu sur un concept qui commence à prendre l'ampleur, le concept de chroniqueur. Donc, il faut donner une identité professionnelle à ces chroniqueurs. Ça, c'est important. Parce que, bon, on les verse un peu dans l'appellation acteurs de la presse. Et puisqu'ils ne sont pas des journalistes, il est bien qu'aujourd'hui que l'État statue sur qui est chroniqueur, quel contenu à mettre sur ce profil professionnel et comment créer les textes réglementaires et législatifs pour donner une identité professionnelle à cette catégorie-là. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que vrai qu'il exerce au niveau de la presse, au-delà des journalistes, vous m'avez parlé de la protection des journalistes. Moi, je voudrais que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la presse, les techniciens, les journalistes et même le patronat de presse, qu'on puisse véritablement renforcer les textes réglementaires, qu'on puisse en tout cas les protéger de telle sorte qu'ils ne soient pas exposés à des arrestations, qu'ils ne soient pas exposés simplement à des inculpations, sans véritablement qu'il y ait des raisons valables qui puissent aller les arrêter ou en tout cas leur faire subir la machine judiciaire. Ça, c'est ma remarque. Donc, les deux remarques que je voulais faire, c'est qu'il faut qu'on s'arrête sur le concept de chroniqueur et qu'on organise cette activité-là pour que n'importe qui ne pas se lever d'un jour au lendemain simplement à se mettre à parler dans la presse. Parce qu'un métier, on l'apprend. Tout le monde ne peut pas réclamer journaliste, tout le monde ne peut pas se réveiller et se proclamer chroniqueur. Parce que aujourd'hui que cette activité n'est pas réglementée, on ne peut pas le contrôler. Donc il faut contrôler l'activité de chroniqueur. Comme ça, on va non seulement les protéger, mais protéger aussi les citoyens, les acteurs publics, pour que n'importe qui ne peut pas se mettre dans la presse, raconter des histoires sur leur vie privée, en tout cas, et ça permet de protéger les uns comme les autres, protéger les chroniqueurs et protéger aussi les populations contre des tentatives de divulgation de leur vie privée
ou en tout cas de diffamation. Donc c'est ça mon avis sur la question. Donc il faut organiser cette activité-là autour de ce métier qui est en train de se créer, qu'on appelle le métier de chroniqueur. Okay. D'ailleurs, après leur libération, Badara Gadiaga et Abdou Nguer, on les a entendus exprimer leur volonté de continuer leur travail. Quel message cette affaire envoie-t-elle sur la relation entre les médias, le pouvoir et la société civile sénégalaise à l'heure actuelle? Voilà, je crois que même ces chroniqueurs sont en train un peu même de travailler, de lancer un clin d'œil à la société civile. Parce que la société civile dans tout ça doit être l'arbitre, doit être le rôle de sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt. Mais leur volonté affirmée de continuer leur travail montre la conviction et l'ambition de ce que vous venez de citer. Parce que certains ont pensé que peut-être qu'une fois qu'ils auraient vécu les difficultés de la prison, donc on n'a pas besoin d'y séjourner. Tout le monde sait que la prison a ses difficultés, a ses ardeurs. Le simple fait de priver une personne de sa liberté est une peine. Mais en affrontant cette peine et en affirmant leur volonté de vouloir continuer le métier, ça montre leur conviction, ça montre leur détermination à exercer ce métier-là. Et je crois qu'il faut les aider à exercer. Comment aider en tout cas les chroniqueurs à exercer leur métier? C'est de leur trouver une identité professionnelle, organiser leur métier et essayer de trouver des textes réglementaires qui vont définir le métier de chroniqueur et protéger ceux qui exercent ce métier-là. Et ça, c'est important. Alors, si je vous ai posé cette question-là, parce que je sais que vous enseignez dans la communication et c'était important d'avoir des éclaircissements sur ce point-là. Merci, M. Traoré. Le temps qui nous est donné est pratiquement épuisé. Alors, votre dernier mot. Bon, le mot de la fin est un mot de satisfaction parce que j'ai été invité sur cette antenne de Océan FM émettant sur la 98.7 au début de cette émission. De loin, chaque émission, je suis un peu l'intervention. Je ne vois que chaque jour, l'émission est en train de se parfaire. Je vois aussi à travers les plateformes que le nombre d'auditeurs augmente de jour en jour. En tout cas, je vous exprime toute ma satisfaction et vous exprime toute ma collaboration à toujours venir sur votre antenne pour partager, en tout cas avec vos nombreux auditeurs, avec les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont fidèles, qui sont vraiment heureux de suivre Abdou Diouf sur son émission phare Océan Politique qui passe tous les dimanches sur cette antenne de 13h à 14h. C'est un plaisir renouvelé. En tout cas, je suis venu avec beaucoup de plaisir et je pense que ce ne sera pas ma dernière émission. C'est les mots de la fin que je voulais exprimer. Tout mon bonheur et l'honneur que j'éprouve à venir chaque fois partager avec vos auditeurs de la 98.7 Océan FM. Tout le plaisir est avec nous, M. Ibrahim Traoré. Je rappelle également que M. Traoré était mon formateur, ou bien faisait partie de mes formateurs au niveau du CECI. Merci le professeur qui est écrivain, formateur en langue et communication organisationnelle et expert en gestion des affaires publiques. Il est également titulaire d'un master en administration et gestion du CESAC. Il est également un membre influent de l'association des écrivains du Sénégal. Merci beaucoup, professeur. Faites partie de cette maison-là. Vous revenez quand vous voulez. C'est un grand plaisir. Alors, je remercie le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Je remercie également le technicien Serigne Saliou Mbaké Fall qui a vraiment mis toutes les dispositions pour la réussite de cette émission et tout le personnel de Océan Politique. Votre ami et frère Abdou Diouf qui vous a présenté l'émission. À dimanche prochain pour un autre invité. Merci beaucoup, Abdou.